Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle rubrique qui servira désormais de référence sur notre chaîne YouTube. Nous allons essayer ici de faire un tour d'horizon de tout ce que vous devez savoir et pouvez faire en observation visuelle et en imagerie planétaire. Depuis la simple observation à l'œil nu et en passant par l'intermédiaire de divers instruments, jusqu'à la réalisation de ses propres images, nous vous emmenons à la découverte des principales caractéristiques des planètes du système solaire et allons vous donner tous nos conseils pour réaliser au mieux vos observations. Vous l'aurez compris, nous ne sommes pas ici pour débattre de la théorie, mais pour parler astropratique. Et qui de mieux pour en parler avec moi que Mathieu, qui s'est trouvé depuis déjà quelque temps une prédilection à ce domaine particulier de l'astronomie amateur. Et c'est Saturne qui constituera notre objectif dans le cadre de cette émission spéciale. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet et commençons peut-être par évoquer les périodes de visibilité de la planète. Oui, alors l'opposition, en fait, hein, c'est le meilleur moment pour observer Saturne. Donc l'opposition de Saturne revient quand on regarde la période synodique, hein, vous pouvez le taper sur Wikipédia, tous les 378 jours. Donc en gros, l'opposition de Saturne revient tous les 1 an et 13 jours, ce fameux petit décalage de quasiment 2 semaines chaque année. Alors, l'opposition de Saturne est assez variable. Enfin, la distance varie, notamment entre 1 milliard et 500 millions, pardon, entre 1 milliard 500 millions et 1 milliard 350 millions de kilomètres par rapport à la Terre. Alors, c'est beaucoup, cette variation, mais au vu d'une distance qui est déjà abyssale à la Terre, eh bien, l'impact sur les observations vont rester modérés. Alors, sa taille apparente maximum évolue donc entre 18 et 20 secondes d'arc pour une magnitude qui, elle, va osciller entre moins 0,5 et plus 0,5. Donc, on oscille entre une magnitude positive et négative. Alors, en période de conjonction supérieure avec le Soleil, à noter que la taille apparente peut diminuer jusqu'à 15 arcs secondes et la magnitude tomber en dessous de plus 1. Voilà, donc c'est extrêmement varié en fonction de la position de Saturne sur son orbite. Mais ce qui va contribuer le plus aux variations de magnitude, ce n'est pas tant en fait la taille apparente que l'inclinaison des anneaux vus depuis la Terre, au fil des oppositions, ce qui amène la surface éclairée à être multipliée. Alors, allons-y étape par étape. Et d'abord, l'observation visuelle, que voit-on avec des jumelles? On passe un premier cap avec l'utilisation d'une paire de jumelles basiques. Le minuscule confetti qui représente Saturne s'ovalise, suggérant donc une structure atypique, mais sans autoriser encore une résolution complète des anneaux de la planète. On a donc compris leurs limites, mais que me faut-il maintenant pour en voir plus? Eh bien, il faut pour cela passer une petite lunette astronomique ou une longue vue qui vont offrir en fait un grossissement plus élevé que des jumelles. Alors avec une petite ouverture, vous aurez alors le loisir de commencer à suivre le lent basculement des anneaux au fil des années et donc de la révolution de Saturne sur son orbite. Alors phénomène qui est rendu cyclique par l'inclinaison de l'axe de rotation de la planète à 26 degrés. C'est un petit peu plus que la Terre. C'est ainsi que tous les 15 ans, nous pouvons les voir très ouverts, tantôt vus de dessus, tantôt vus de dessous, ou bien de profil, auquel cas ils semblent même disparaître, tellement les anneaux sont fins dans leur épaisseur. Pas bien pour les zones, ouais. Je sais que c'est ce qui fait toute la beauté de Saturne, mais je suppose quand même qu'il n'y a pas que ça à voir. Non, dans l'environnement immédiat de Saturne, eh bien peut-être apercevrez-vous au moins une étoile semblant bouger au même rythme que la planète, l'accompagnant toujours de près, mais se positionnant tantôt d'un côté, tantôt de l'autre de Saturne au fil des nuits. Eh bien, il s'agit en fait de Titan, la plus grosse de ces lunes.
Un œil exercé pourra peut-être distinguer même sa couleur orangée. Quant à la planète en elle-même, eh bien, pas de détails visibles si ce n'est sa teinte globale qui est jaune ocre. C'est un principe de base en observation visuelle. Plus l'ouverture optique sera grande, plus vous aurez accès à du détail. Alors, à partir de 80 mm d'ouverture, l'anneau de Saturne devient les anneaux de Saturne. Il devient possible de voir un fossé sombre séparant le système en deux, tout simplement. On l'appelle la division de Cassini. On la voit nettement, surtout dans les anses des anneaux. Alors, une seconde lune devient même visible, c'est Rhea, qui est en fait la deuxième plus grande lune de Saturne. Donc déjà beaucoup de choses accessibles avec un petit instrument. Mais moi, je veux voir encore plus gros. Alors, quoi d'intéressant dans un télescope de taille moyenne? On va prendre par exemple une ouverture de 100 mm, c'est autour de la surface planétaire de se dévoiler. Donc on constate alors que la bande équatoriale est relativement claire alors que les pôles sont plus sombres que le reste de la planète. Deux autres lunes deviennent en plus observables. Il s'agit de Tétis et Dionée, qui sont un petit peu plus petites que Titan et Rhea. Alors potentiellement même Japet, par moment, en fonction de son éloignement à la planète et surtout de sa face présentée, parce que l'une de ses faces est très sombre alors que l'autre, au contraire, est très claire. Vous imaginez donc à quel moment, voilà, Japet est la plus visible, c'est lorsque sa face éclairée, enfin sa face claire, pardon, et se trouve en direction de nous. Alors, c'est également une ouverture 100 mm qui permet de commencer à voir l'ombre portée, pardon, oui, l'ombre portée, c'est ça, de la planète sur les anneaux en dehors de la période d'opposition. Il semble alors manquer un petit bout d'anneau sur le bord de la planète. Et l'ombre, cette fameuse ombre, eh bien, va changer de côté selon que l'on se trouve avant ou après l'opposition de Saturne. Alors ensuite, avec une ouverture comprise entre 150 et 200 mm, eh bien, les choses sérieuses commencent. On remarque tout d'abord que l'anneau B est nettement plus lumineux que l'anneau A. L'anneau B, alors c'est celui qui est à l'intérieur en fait de la division de Cassini, et l'anneau A, donc celui qui est à l'extérieur. Alors il y a un troisième anneau, l'anneau C, qui est aussi d'ailleurs appelé l'anneau de crêpe, qui peut être aperçu, mais il reste faible et sombre. Il se trouve être entre la planète et l'anneau B, séparé de l'anneau B par par la non moins discrète division de Lyot. Par un ciel très pur, eh bien peut-être pourrez-vous voir un fin liseré noir tangent à l'anneau A ou à l'anneau C, en fonction de la déclinaison donc induite par les mouvements planétaires orbitaux. Eh bien, en fait, il s'agira de l'ombre portée, cette fois-ci par les anneaux eux-mêmes sur la planète Saturne. Alors, on passe aux lunes maintenant avec les fameux transits. Et oui, parce que les lunes de Saturne transitent aussi quelquefois devant la planète, tout comme c'est le cas régulièrement avec Jupiter. Eh bien, les transits de lune et leur ombre portée deviennent accessibles cette ouverture moyenne. Avec un 200, par exemple, eh bien, c'est l'ombre de Titan qui sera observable. Il faudra alors, par contre, du plus gros pour les autres lunes, ou même pour être plus confort avec Titan. Alors, une ouverture moyenne peut aussi commencer à montrer de discrètes mais impressionnantes structures atmosphériques sur Saturne. C'est notamment le cas tous les 30 ans lorsque se déclenche une fois par année saturnienne une tempête majeure appelée grande tache blanche à cause de sa brillance. Tantôt, ce phénomène se produit et reste confiné à l'équateur, comme ce fut le cas d'ailleurs en 1990. Et puis d'autres fois, comme la dernière en date, en 2010, qui créa une perturbation dans les moyennes latitudes nord et qui s'étendit rapidement pour faire le tour du globe, et ce pendant des mois. D'autres taches plus petites, mais plus régulières, peuvent être observées à différentes latitudes. Il s'agit le plus souvent de vagues nuances d'albédo plutôt que de formes contrastées et bien définies en visuel.
Et phénomène assez impressionnant également à observer, eh bien, lorsque le pôle Nord est incliné au maximum en direction de la Terre, ce qui arrive bien tous les 30 ans, il peut même se révéler possible de voir la forme hexagonale du vortex polaire Nord. Celui-là même qui avait été photographié par Hubble et puis les sondes Cassini, on s'en souvient peut-être. Eh bien, dis donc, les possibilités me semblent déjà infinies là. Mais je suis un éternel insatisfait, surtout quand il s'agit de la planète Saturne, parce que si vous ne le saviez pas, c'est quand même ma planète préférée. Donc, Mathieu, si on voyait les choses en encore plus gros. Alors, si le gain du diamètre instrumental n'est plus si évident sur la planète elle-même, il n'en reste pas moins indispensable pour compléter son observation du système d'anneaux et de satellites. C'est ainsi qu'à partir de 250 mm se dévoile la division de Encke, mince arc noir situé près du bord extérieur de l'anneau A. Il est si étroit qu'en théorie, il ne devrait pas être résolu par un instrument amateur. C'est donc l'effet de contraste qui nous permet de le déceler. Cette ouverture autorise encore de détailler la lune Titan, bien sûr, non plus comme un point, mais comme un disque orangé dont les bords semblent dégradés. Aucun contraste ne pourra être relevé à sa surface, bien évidemment. Titan est nettement plus sombre et possède une taille apparente plus petite que les 4 satellites galiléens de Jupiter. Alors, au-delà de 300 mm, eh bien, peut-être réussirez-vous à percevoir Mimas, qui est très proche de Saturne, ou même encore Hyperion et Phobé, qui sont à plus grande distance, enfin, qui est à plus grande distance, mais qui est encore plus gros. Enfin, avec encore plus gros, plus exactement. Donc globalement, eh bien, l'observation visuelle de Saturne ne gagne rien dans l'utilisation de filtres colorés, contrairement à d'autres planètes. Je pense à Jupiter et Mars, par exemple. Notez tout de même une chose, c'est que si la visibilité de certains détails, enfin la visibilité de certains détails et de phénomènes se rattachant à Saturne dépend beaucoup de l'inclinaison apparente de la planète par rapport à nous. Donc, ainsi, les plus grandes structures à l'intérieur des anneaux seront plus aisément visibles lorsque ceux-ci se trouvent très ouverts. Et à contrario, eh bien, les transits de Lune devant la planète se font majoritairement lorsque les anneaux se referment. Arrive maintenant le moment où le visuel ne me suffit plus et je souhaite prendre mes propres photos de Saturne. Alors, j'ai un télescope, une caméra planétaire, et le but étant d'avoir un maximum de détails sur Saturne. Comment dois-je m'y prendre? Eh bien, le secret d'une imagerie utile est l'animation. Et c'est particulièrement vrai dans le cas de Saturne. Parce qu'en fait, une majorité de petits détails qui sont visibles sur Saturne ne peuvent être différenciés d'artefacts au traitement que par le cumul des acquisitions et leur animation pour faire apparaître la rotation de Saturne dans le temps. Et ceci est valable pour les SPO souvent minuscules de son atmosphère, mais aussi pour les fameux SPOC, qui sont ces nuances d'albédo transitoires, visibles à la surface même des anneaux, et qui sont en fait autant de zones où la matière se trouve portée en lévitation au-dessus de la surface des anneaux, l'origine du phénomène restant pour le moment encore inconnue. Mais ces spots sont saisonniers et n'apparaissent que lorsque Saturne est proche de l'équinoxe. Malheureusement, donc, jamais lorsque les anneaux sont les plus ouverts, et c'est bien dommage pour la résolution en imagerie. Alors, relativement difficiles à imager, ils nécessiteront à minima une ouverture optique de 250 à 300 mm. Alors, l'animation, là encore, permettra de mieux apprécier les transits des satellites et leur ombre portée devant la planète. Et c'est encore elle qui pourrait être le juge de paix dans la détection de la difficile division de Encke face aux artefacts souvent trompeurs générés par les traitements informatiques appliqués aux images brutes. Un dernier phénomène qui peut être sublimé par l'animation est appelé l'effet Seeliger ou effet d'opposition. C'est ce dernier mot-clé en fait qui, tapé sur Wikipédia, vous renseignera. Alors, en effectuant une animation sur une période
plus large cette fois, vous apercevrez qu'au moment pile de l'opposition, les anneaux connaissent une forte augmentation de luminosité. Alors pour s'assombrir de nouveau, passez l'opposition. Ceci en fait est attribué à un angle d'éclairage nul qui tend à faire disparaître toute irrégularité de surface et augmente donc l'albédo global. C'est ce même effet qui explique d'ailleurs pourquoi notre pleine lune est 12 fois plus lumineuse qu'un quartier, alors que la différence ne devrait être mathématiquement que d'un facteur 2. C'est une observation qui est assez facile à réaliser, même dans des instruments modestes. Alors, même si visuellement possible, l'imagerie apportera un référentiel temporel pour une mesure plus précise que ne sera pas capable de faire l'œil. Toujours accessible aux ouvertures modestes, mais sous condition d'avoir une bonne calibration des couleurs dès la capture, il peut être étonnant de noter les changements de teinte atmosphérique qu'adopte Saturne au fil des saisons. Ce phénomène peut d'ailleurs aussi être à la portée de l'observation visuelle. Bon, bah, avec tout ça, je commence à gagner en expérience. Mais dans quoi puis-je investir pour aller encore plus loin? Eh bien, si Saturne peut vous paraître fade et avare en détail dans l'imagerie visible, eh bien, essayez les longueurs d'onde invisibles. Alors, l'IR apportera un boost de contraste dans les bandes nuageuses de Saturne, qui vous paraîtront finalement aussi évidentes que celles de Jupiter. Ce manque de visibilité en ce qu'on pourrait appeler luminance ou lumière visible est dû en fait au fait que Saturne possède une épaisse couche d'hydrocarbures condensée à une altitude qui est un petit peu plus élevée que la couche nuageuse principale. Donc cette même couche de brouillard existe sur Jupiter, mais est nettement moins épaisse, ce qui permet une meilleure visibilité des couches inférieures. Sur Saturne, l'infrarouge est donc de mise pour se dégager de la pollution de cette fameuse couche de brouillard supérieure. Et plus vous vous enfoncerez dans l'infrarouge, plus le contraste sera marqué. Il faudra toutefois trouver un compromis, comme toujours avec l'infrarouge, puisque par principe physique, eh bien, la résolution s'effondre avec la longueur d'onde. Donc une limite idéale peut être par exemple de 600 à 700 nanomètres dans le cas de Saturne. Alors l'infrarouge informe sur la température des couches, donc les régions sombres étant plus chaudes que les régions claires, mais pas forcément sur leur altitude relative. Et c'est là que prend tout l'intérêt d'un filtre CH4, autrement appelé filtre méthane. Le principe, c'est l'absorption de la lumière par le gaz méthane. Alors, plus les nuages se trouvent être profonds, eh bien, plus la couche atmosphérique les surplombant verticalement sera épaisse et par conséquent contiendra beaucoup de méthane. Les nuages apparaîtront donc sombres. C'est la logique inverse pour les nuages plus élevés, moins de méthane les surplombant, eh bien, ils apparaîtront plus clairs. Quant aux anneaux composés de roches et de glace, ne baignant pas, eux, dans l'atmosphère, ils ne seront pas sujets à l'absorption de la lumière par le méthane et apparaîtront extrêmement brillants, contrastant fortement avec la planète globalement sombre. Enfin reste l'ultraviolet, difficile sur Saturne. Le signal est très faible à l'acquisition, mais ce manque peut être compensé par des temps d'intégration unitaires plus longs. Voilà, si en lumière visible, par exemple, ou en infrarouge, eh bien, on ne dépasse pas quelques minutes pour éviter un flou de bouger en longitude qui est généré par la rotation rapide de la planète, eh bien, en fait, on peut se permettre de faire des acquisitions de plusieurs dizaines de minutes en UV. Alors, premièrement, pour réduire le bruit au maximum, et deuxièmement, parce que eh bien, l'ultraviolet est diffusé par les couches supérieures de l'atmosphère. Donc, aucun contraste longitudinal ni aucun spot ne peut être accroché. L'effet de rotation, donc, importe peu. L'intérêt de l'ultraviolet, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement de booster les nuances de teinte locales, principalement en latitude, dans le cas de Saturne. Le phénomène le plus évident sera notamment l'assombrissement de la ceinture équatoriale. Merci à toi, Mathieu, d'avoir pris le temps de partager avec nous tous ces précieux conseils.
Et je note, soit dit en passant, que tu partages également tes travaux pratiques sur ta propre chaîne YouTube, L'explorateur du ciel. Et une large part de ton contenu présente notamment des résultats en imagerie planétaire et on y trouve même des tutos d'utilisation des logiciels. Merci bien enfin à tous nos auditeurs de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, à commenter et puis à partager bien sûr le contenu s'il vous plaît. Eh bien, retrouvez aussi cette vidéo et d'autres contenus similaires sous la playlist Observation et imagerie planétaire, ainsi que dans d'autres playlists qui vous intéresseront plus spécifiquement. En attendant de nous retrouver très vite sur la chaîne, eh bien, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon ciel et une bonne mise en pratique de tous ces précieux conseils.